On va prendre un peu de hauteur et observer l'eau depuis l'espace. Jingle. Alors pour observer les océans, on a plusieurs options. On peut prendre un bateau et partir en mer, on peut explorer les fonds grâce à des sous-marins, mais on peut aussi les regarder depuis l'espace. Et oui, les satellites nous permettent d'étudier l'eau qui se trouve à la surface de la Terre, que ce soit celle des océans, des rivières, des lacs ou des fleuves. Pour vous donner un exemple, un satellite situé à des centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes est aujourd'hui capable de mesurer la hauteur d'un fleuve avec une précision décimétrique. Pour comprendre comment ça marche et à quoi ça nous sert, je vous propose d'accueillir Flavien Gouillon, responsable du service altimétrie radar au CNES. Bonjour à Flavien tous. Gouillon, bonjour. Donc je l'ai dit, vous êtes responsable du service altimétrie radar au CNES. Avant ça, vous avez travaillé au sein du service hydrographique et océanographique de la marine. Vous êtes aussi titulaire d'un doctorat en océanographie physique. En bref, votre passion à vous, c'est de comprendre les océans. Alors qu'est-ce que c'est l'océanographie physique ? Oui, c'est une bonne question, parce qu'on me demande toujours si j'étudie les dauphins. Pas du tout. En fait, moi, mon truc, c'est de comprendre la science qui régit les mouvements de l'océan. Donc, plus spécifiquement, je m'intéresse aux courants marins, aux marées, aux vagues. Voilà, c'est ça l'océanographie physique. On le disait en l'introduction, les satellites nous aident aujourd'hui à étudier l'eau présente à la surface de la Terre. On va en voir un exemple juste ici. Alors Flavien, dites-nous quel est le satellite qu'on voit à l'écran. Oui, alors ça, c'est un peu mon bébé, en fait, parce que c'est lui qui m'a fait venir au CNES. Il s'appelle CFOSat. Ça a été une des plus grandes collaborations scientifiques avec nos partenaires chinois. Et c'est un satellite qui regarde, en fait, les vents et les vagues. Donc, ça a été un des premiers satellites à regarder les vagues, on va dire, pour simplifier, un peu en 3D, avec une résolution jamais vue. À quoi ça sert de regarder les vents et les vagues ? Alors, vent et vague ensemble, bon, on en a parlé un peu de l'interaction vague-courant pour comprendre un petit peu, mais plus spécifiquement dans l'application, bon, évidemment pour tout ce qui est maritime, comprendre un petit peu mieux les routes maritimes, la sécurité aussi maritime. Mais si on se place d'un point de vue plutôt science, il y a une interaction vague-courant qui est hyper intéressante à étudier pour nous, avec l'interaction atmosphère-océan, mais aussi à l'intérieur de l'océan où les vagues ont une importance très critique et spécifique. Et vent-vague, on pense tout de suite peut-être à des submersions marines, à certains événements extrêmes. Est-ce que ça peut jouer un rôle, ces données-là ? Pour mieux les anticiper, par exemple ? CFOSat va effectivement complètement aider, puisqu'en fait, ces données sont assimilées dans les modèles de prévision météorologique. Ça veut dire qu'on prend de la donnée de CFOSat et on va améliorer les modèles de prévision et de prédiction grâce à ces données-là. Après, d'un point de vue purement science, CFOSat n'est pas très bon à la côte, malheureusement, dû à sa résolution. Mais en tout cas, il aide quand même indirectement, puisqu'il est assimilé dans ces modèles. Vous avez travaillé sur cette mission spatiale, vous le disiez, c'était votre bébé, en tant que responsable de ce qu'on appelle le segment sol. D'ailleurs, vous travaillez toujours sur le segment sol aujourd'hui, sur d'autres missions. C'est quoi le segment sol ? On a essayé d'un peu simplifier, mais c'est important de connaître ça. En fait, quand on parle d'une mission spatiale, au CNES, on a ces deux mots, on a deux mondes un petit peu. Il y a le segment bord et le segment sol. Le segment bord, c'est tout ce qui va concerner en fait le satellite. Donc un satellite, c'est en fait une boîte, des panneaux solaires, et puis dans cette boîte, on va pouvoir y mettre un petit peu tous les instruments qu'on veut. Je dirais un télescope, un appareil photo de qualité, mais aussi des radars. Donc là, typiquement, pour CFOSat ou d'autres, on place des radars. Et puis le segment sol, c'est tout ce qui va justement ne plus être côté satellite. Et donc en fait, on a ce qu'on appelle un centre de commande-contrôle qui va piloter en fait le satellite et sa charge utile, donc l'instrument, on appelle ça une charge utile. Et puis on a le centre de mission qui va lui produire la donnée qui a vocation à aller aux utilisateurs finaux, souvent les scientifiques. D'accord, donc c'est du traitement de la donnée satellitaire. Tout à fait. Donc c'est ça, c'est ce que vous faites au sein du service altimétrie radar. Ce que vous faites, c'est vous recevez les données brutes du satellite et puis ensuite vous les interprétez, vous les traduisez en quelque sorte pour qu'ensuite elles puissent être utilisables, c'est ça ? Complètement. Donc on fait un peu de commande-contrôle, un tout petit peu. Donc c'est le lien ascendant, on appelle ça, qui va, comme je l'ai dit, qui va piloter un peu la charge utile. Télécommande un peu ? Télécommande. Donc c'est exactement ça. C'est ce lien ascendant avec le satellite.
Et le lien descendant, c'est ce qu'on appelle la télémesure. Et la télémesure, pour simplifier un petit peu, ça va être une suite de 1 et de 0, donc pas très compréhensible pour les gens. Et nous, notre boulot, c'est je dirais de faire en sorte que ces 1 et 0 deviennent des hauteurs d'eau, par exemple. D'accord, Voilà. donc on passe de choses très abstraites à vraiment des Complètement. indicateurs utilisables. Exactement. Euh, Des paramètres géophysiques. Avec quoi, comment on passe de ces 0 et ces 1 à des mesures concrètes? On passe par des algorithmes et donc un peu de mathématiques qui peut être parfois un petit peu complexe. Je crois que Fabien en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est une suite de logiciels d'algorithmie scientifique qu'on développe avec nos laboratoires français et européens ou à l'international aussi. Donc c'est d'abord eux qui construisent ces algorithmes et qui sont après industrialisés par nous pour être par exemple plus performants ou plus optimisés en tout cas. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est une suite d'algorithmes et donc d'équations qu'on met en forme pour transformer ces 1 et 0 en hauteur d'eau qu'on verra après. Est-ce qu'on utilise un peu d'intelligence artificielle aussi? Alors on peut complètement. D'ailleurs, il y en a de plus en plus à bord des satellites. Je crois que ce matin on a eu d'ailleurs un cas, mais typiquement en fait. Quand la charge utile est une optique, donc que ça fait une image, pas radar, mais une image, c'est la grande différence d'ailleurs entre l'optique et le radar, c'est que le radar pénètre à travers les nuages, donc quoi qu'il arrive, jour, nuit, etc., l'environnement, on s'en fiche un petit peu, alors que bon, si vous avez une mission optique et que vous avez un nuage, c'est un peu ballot, quoi, vous voyez rien. Et donc l'idée, c'est par exemple de pas descendre cette donnée-là du satellite à nos centres de mission, et donc à bord, on a par exemple de l'intelligence artificielle qui va dire non, là, tu as un nuage, ça sert à rien de descendre la donnée. Ok. Alors, vous ne traitez pas les données de tous les satellites du CNES, ça ferait beaucoup. Combien de satellites vous suivez? Non, alors il y a beaucoup de satellites. On a vu, il y en a 300 qui regardent la Terre, pas que CNES, mais à l'international. Un petit panorama, là. Ouais. Aujourd'hui, on a 10 missions en exploitation dans mon service, donc c'est 10 missions qui sont en l'air. Mais on en a eu avant qui sont rentrées dans l'atmosphère ou en tout cas qui ont été décommissionnées, on appelle ça. Et donc là, on a par exemple des exemples avec Topex Poséidon et Jason 1 et Jason 2 qui sont plus là évidemment. Ils sont plus actifs ces satellites-là. Ils sont plus actifs, mais on en a encore une dizaine qui sont pas tous là, mais la série des Jason ont continué avec Jason 3, Sentinel-6 on en a parlé, Sarah Laltica qui a été fait avec les Indiens, CFOSAT avec les Chinois, SWOT avec le JPL et donc les Américains plus récemment en 2022. Mais aussi on a des HY de la série avec les Chinois. Voilà, on en a une dizaine dans mon service en tout cas où on s'occupe des centres de mission. En perspective. Tout à fait. Et donc, non seulement vous produisez, vous diffusez les données de ces satellites donc, qui sont actifs, mais vous faites aussi ce qu'on appelle du retraitement scientifique des données. Qu'est-ce que c'est ? C'est une partie critique de notre travail et très importante parce que ces satellites-là, on les a mentionnés avant, la Topex, Poséidon, etc., ont été décommissionnés. Pour autant, nos algorithmes, ils évoluent. C'est-à-dire qu'on continue à améliorer les algorithmes en termes de précision et puis on en corrige parce que quand on code, on fait des bugs aussi. Dans n'importe quel logiciel, il peut y en avoir. Donc en fait, les scientifiques continuent à travailler sur ces algorithmes et les améliorent. Et ça veut dire que quand à un moment on décide que ça vaut le coup de retraiter, parce que ça nous amène quelque chose en termes de qualité scientifique du produit final, eh bien on va prendre cet algorithme et puis on va retraiter, donc on va rejouer toutes les données de toutes les missions. Voilà, dans l'objectif d'avoir une continuité de mission, une continuité de mesure surtout. Les scientifiques aujourd'hui, notamment les personnes qui sont dans le GIEC, mais je dirais tous ceux qui s'intéressent par exemple aussi à la hauteur des océans, la fameuse courbe qu'a pu montrer aussi Imen ce matin, donc des 3,4 mm par an à peu près, elle a été réalisée grâce au retraitement et à cette continuité de mesure depuis 30 ans. D'accord, donc ça veut dire que finalement, plus le temps passe, plus on lance des missions satellites et plus ensuite vous avez une quantité importante de données à retraiter. Ça doit prendre presque plus de temps que de traiter les données qui sont
des satellites en cours? Alors, pour nos 10 satellites qui sont en l'air, on continue à faire ce qu'on appelle de la routine, c'est-à-dire que dès que le satellite descend sa mesure, on la traite, et puis des fois on a des petits problèmes, donc il faut rejouer. Et c'est vrai qu'il y a des moments, ça va dépendre de la mission, mais une fois par an, ou une fois tous les 6 mois, ou une fois tous les 2 ans, ça va vraiment dépendre. On va retraiter toute la mission, et donc des fois, la série des Jason, par exemple, ont à peu près 11-12 ans à chaque fois de données. Et on va retraiter ces 11 ans, donc ça nous fait une certaine somme d'activité, parce que c'est jamais très facile de faire un retraitement. Alors, mais au moins, à chaque fois, vous êtes sûr que toutes vos données sont traitées avec le meilleur algorithme disponible. Et surtout le même algorithme, c'est ça qui est intéressant. L'homogénéité. Exactement, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette continuité de mesure. Je vous propose qu'on se concentre sur un exemple concret d'une mission sur laquelle vous avez travaillé. Cette mission, c'est celle du satellite franco-américain SWOT. On en a parlé un petit peu déjà dans cette journée, lancée en 2022. SWOT, c'est pour Surface, Water and Ocean Topography, donc topographie des eaux de surface et des océans. En quelques mots, que fait ce satellite ? Alors, en quelques mots, c'est dur. Hein. En quelques phrases, quelques paragraphes, si vous voulez. Alors, c'est un satellite, déjà, j'ai envie de dire révolutionnaire pour nos communautés océanographiques et hydrographiques. C'est un satellite, en gros, qui va nous permettre d'avoir des résolutions jamais atteintes pour regarder l'eau en général, l'eau douce et l'eau salée. C'est-à-dire qu'avec SWOT, on va couvrir 90% de l'eau sur Terre avec des précisions inégalées. Donc c'est un énorme bond par rapport aux missions satellites précédentes. Oui, je pense que c'est plus qu'un énorme bond. Hein. Je pense que vraiment le terme révolutionnaire est adapté à la fois pour l'océan, pour voir ces petits tourbillons. On voit là à l'écran le film avec SWOT. Donc l'océan est vraiment pas laminaire, c'est-à-dire qu'il est pas très linéaire. En fait, il est très turbulent. Ça bouge dans tous les sens. Ouais, ça bouge dans tous les sens. On dirait des petits vers, des petits asticots. Et pour les observer, avant, c'était un petit peu plus compliqué. On arrivait à le faire, mais pas à ces résolutions-là. SWOT nous amène vraiment nous résout une problématique qu'on appelle synoptique, temps et espace. Inégalé sur l'océan. Et sur la partie hydrologique, en fait, il observe plus de 60 millions d'objets hydrologiques, je crois. Donc c'est quelque chose d'énorme hein, et qu'on ne pouvait absolument pas faire avant. Hein. Donc on observe vraiment que ce soit rivière, fleuve ou petites étendues d'eau, 100 mètres par 100 mètres, même, je dirais, 50 par 50, c'est même possible. Donc on est sur quelque chose qui est révolutionnaire. Actuellement, SWOT est en orbite autour de la Terre à 891 km de hauteur. En combien de temps il fait le tour de la Terre ? Alors, la réponse, elle est un petit peu plus compliquée que ça. Pendant les 6 premiers mois de SWOT, en fait, il était sur une orbite un jour, on appelle ça. Ça veut dire qu'il revenait sur le même point avec les mêmes conditions d'observation tous les 1 jour. Au bout de 6 mois, on l'a mis sur une orbite 21 jours. C'est-à-dire que pour repasser sur le même point avec le même angle, les mêmes conditions, il met 21 jours. Mais ceci dit, on repasse. Alors ça va dépendre de la latitude, c'est un petit peu compliqué, c'est un peu d'orbitographie, on appelle ça. Mais selon la latitude, on va passer tous les entre 2 et 5 jours à peu près au même point. Donc on est capable d'observer le même point entre 2 et 5 jours. Pourquoi on a changé d'orbite ? Pourquoi on est passé de 1 jour à 21 ? Oui, très bonne question. En fait, c'était pour une phase qu'on appelle de commissioning ou de calibration-validation. Et le fait de repasser sur les mêmes points en fait, plus fréquemment nous aide. Il y avait des sites de calibration, donc on avait en fait des mesures de terrain, etc. Et ça nous a permis de vraiment calibrer et de valider l'instrument avant de le mettre sur son orbite finale. Pour être sûr que ça marche bien. Exactement. Quels sont les principaux objectifs de la mission SWOT en termes d'application ? À quoi ça sert en finalité ? SWOT, alors il sert à beaucoup de choses, même des choses qu'on n'avait pas vraiment prévues, mais d'abord, je dirais, c'est vraiment la partie gestion de l'eau en général. Voilà, mieux comprendre nos systèmes hydrologiques déjà, donc d'un point de vue purement, si je prends la partie hydro, mieux comprendre ce qu'on peut avoir dans les étendues d'eau en termes de volume, de quantité, comment elles coulent, les débits aussi, on verra un petit peu après, cette mesure indirecte du satellite. Et puis après, sur la partie océanographique, on avait vraiment un trou sur cette partie des tourbillons qui en fait transportent eux la chaleur.
Et le fait d'observer sur un même temps un tourbillon et de comprendre comment il se déplace nous permet de vraiment mieux comprendre notre système océan, j'ai envie de dire. J'imagine que toutes ces données viennent aussi alimenter les modèles de compréhension de l'océan, les modèles climatiques Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas aujourd'hui à assimiler encore la donnée SWOT. Il y a tout un process qui se met en place, mais un jour on y arrivera. Et ça va clairement aussi, je pense, faire un grand pas pour améliorer nos modèles de prévision et de prédiction, que ça soit météorologique ou climatique. Alors, une des grosses capacités de SWOT, c'est de mesurer la hauteur de l'eau sur Terre. Son principal instrument, c'est ce qu'on appelle un altimètre interférométrique. Ça fait un peu peur comme mot. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche dans les grandes lignes? Alors, je dirais altimètre à large fauché, et puis sinon, effectivement, le principe, c'est de l'interférométrie. Donc en fait, à bord, on a quand même un altimètre conventionnel, on appelle ça, ou un altimètre classique, donc qui est un peu pareil que la série des Jasons qu'on a vue. C'est la partie un peu violette qui regarde à la verticale du satellite, on appelle ça le nadir, et vous voyez un fin pinceau dessous, et c'est ce qu'on avait avant. La révolution, c'est que SWOT, en fait, il fait 2 images de part et d'autre de ce nadir, qui sont hyper résolues, donc c'est un imageur, vraiment. Il a une fauchée gauche, une fauchée droite. Et le principe, vraiment pour simplifier, c'est simplement qu'on a une onde, donc il y a un mât qui fait 10 mètres, c'est ce qu'on appelle la ligne de base. Et au bout de ce mât-là, de 10 mètres, on a 2 antennes. Et les antennes donc, sont à la fois des émetteurs et des récepteurs, vont envoyer une onde électromagnétique. Et les 2 antennes en fait, vont mesurer ce qui est renvoyé par une scène ou une zone qui est illuminée sur l'océan ou la partie surface continentale. Et en fait, le décalage de phase entre les 2 images qui sont prises avec un petit angle, en fait une différence de 10 mètres, on va dire la mise en cohérence de ces images-là fait qu'on arrive à reconstruire des hauteurs. Et avec SWOT, on arrive à calculer la hauteur de l'eau avec une précision qui est vraiment impressionnante? Oui, alors ça va dépendre du contexte et encore un petit peu compliqué à expliquer, mais on va dire qu'on descend à 5-10 cm selon les conditions, l'environnement qu'on regarde, etc. On a une animation qui montre un peu plus précisément le fonctionnement du satellite. On peut l'afficher. On le voit comme ça en action. Oui, on voit très bien en fait la partie rouge qui est la partie nadir, hein, donc le fin pinceau qui est vraiment sous le satellite, et puis les 2 fauchés de part et d'autre de ce nadir-là. Et puis là, on voit le cycle de 21 jours et la résolution de SWOT, surtout quand on commence à combiner les 21 jours et qui nous donne une vue globale de l'océan. Alors là, il faut savoir que SWOT ne mesure pas tout à fait les pôles, il s'arrête à un peu au-dessus de 70 degrés sud et nord, mais on a quand même une couverture globale qui est impressionnante. Vous le disiez, l'innovation ici, c'est qu'on parvient à avoir vraiment des grandes images, des grandes bandes, quoi. Voilà, c'est l'image, alors qu'avant on avait vraiment plutôt un point et ce fin pinceau là qu'on voit. Alors jusqu'ici, on a parlé de mesure de la hauteur d'eau, mais SWOT est aussi capable de calculer les débits des cours d'eau. Comment est-ce qu'il s'y prend? On a une image justement donc, pour illustrer. Oui, donc ça, c'est des images de nos scientifiques, parce que je vois que les sources ont un peu sauté. Mais très clairement, en fait, le débit n'est pas mesuré par SWOT, c'est une mesure indirecte. Et pour avoir le débit, finalement, il faut 3 paramètres, il faut la hauteur, la pente et la largeur. Et la beauté de SWOT, c'est qu'il nous donne les 3. On peut déduire ensuite le débit à partir de ces 3 paramètres-là. Exactement. D'accord. Donc, il y a des passages algorithmiques qui sont un peu compliqués si on veut le faire de manière précise. Mais en premier ordre, si on prend ces 3 paramètres, on est plutôt pas mal. D'accord. On a un exemple qui montre les débits des fleuves dans différents pays. C'est ce qu'on va voir à l'écran dans un instant. Donc ça, ce sont des données qui sont issues de SWOT. Oui, on voit très bien d'ailleurs la trace de SWOT, hein, les orbites et les passages en fauché. Donc c'est allé un petit peu vite, mais avant on était en Inde avec le Gange notamment. Et plus on est rouge, plus les débits sont forts. Plus on est jaune, moins c'est fort. On voit bien qu'on a des débits assez importants côté Gange, Indus. Et on voit qu'on est capable d'observer quand même des bouts assez importants de ces réseaux de fleuves et de rivières au niveau global, donc que ce soit par exemple le Mékong
ou le Gange. On a aussi une carte qui Brésil, représente un peu les débits moyens des fleuves, cette fois-ci au niveau mondial. À quoi ça sert cette information? Pourquoi c'est Alors, utile de connaître les débits des fleuves? ouais, alors effectivement, à partir de ces débits un peu instantanés, on arrive à les agréger, je dirais, pour donner des cartes comme celle-ci, qui sont les débits moyennés et qui vont nous renseigner un peu sur voilà, l'état des cours d'eau, qu'ils soient petits ou grands. Et donc c'est important quand on veut gérer la ressource en eau. Hein. Vous savez que ça devient une denrée assez rare dans certains pays, qui est assez critique aussi. La plupart des pays d'ailleurs enfin, une rivière connaît pas les frontières, hein, et donc c'est important de savoir aussi ce qui s'y passe, et donc là ça nous permet simplement typiquement de mieux gérer cette ressource. Alors, une fois qu'on a ces données sur l'eau qui ont été produites avec SWOT, on peut aller encore plus loin et on peut coupler ces données avec d'autres données, donc de sources différentes, pour construire ce qu'on appelle un jumeau numérique. C'est quoi un jumeau numérique? Alors, un jumeau numérique, ça existe pour moi depuis assez longtemps, mais ça a pris un petit peu on va dire que c'est devenu un peu un buzzword là aujourd'hui, comme on dit, comme avec l'IA ou des choses comme ça. Un jumeau numérique, c'est vraiment d'essayer de répliquer le réel de façon numérique et de faire des choses avec. C'est une simulation. Ouais, complètement. Une simulation particulièrement élaborée, on va dire. Alors, elle peut être très élaborée, on le verra Intéressant. après d'ailleurs, et puis elle peut être globale ou au contraire, elle peut être très localisée à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, pour nous donner une idée de ce à quoi ressemble un jumeau numérique, vous nous avez apporté un film et je propose qu'on le regarde ensemble. Allez. Où est-ce qu'on est? Eh ben, on n'est pas très loin d'ici en fait. On est près du lac de Sainte-Croix, vers Nice. Et puis là, on voit en fait des données issues du spatial et de lidar, donc de laser, hein, qui nous donnent ce qu'on appelle des modèles numériques de terrain ou des modèles numériques de surface, c'est-à-dire ces élévations. Et on voyage dans ce film en survolant un petit peu tout. Donc à partir de ces données-là qui sont croisées. Et là, ce que vous voyez, on est effectivement au lac de Sainte-Croix, où on survole, et on a ici une visualisation, par exemple, des données sautes de hauteur. D'accord, donc c'est tous les bâtonnets colorés qu'on voit à l'écran. Exactement, c'est ces petits histogrammes-là qui nous renseignent un peu sur la hauteur qui est en train de voir SWOT en fait, de ce lac de Sainte-Croix. Donc ça veut dire que plus c'est rouge, plus c'est élevé? Voilà, logiquement plus c'est rouge, plus l'altitude est élevée. Donc là, on voit typiquement que quand on est au fond de l'image, on est un peu plus élevé que quand on est au plus proche de l'image. Et donc ça veut dire qu'il y a un écoulement a priori qui se fait dans un sens logique de plus loin vers nous. C'est un peu surprenant parce que quand on regarde un lac dans la vie de tous les jours, on le voit quand même plutôt plat, mais c'est pas le cas. On a des variations. Tout à fait, c'est pour ça qu'après, il y a des rivières ou des fleuves qui coulent. Sinon, il n'y a rien qui bouge. On voit que le lac n'est pas entièrement cartographié. Il y a des endroits où on n'a pas d'histogramme. Comment ça se fait? Alors, j'ai pas la réponse précise pour ça, mais souvent on va pouvoir éliminer donc c'est un niveau de produit qui a été utilisé. Donc soit en fait il y a eu un problème sur le pixel, c'est-à-dire la donnée qui était présente là, on a jugé qu'elle était peut-être pas assez bonne pour être visualisée ou utilisée. Parce qu'on a différents effets selon le contexte, hein, qui peuvent arriver et qui font qu'on n'a pas une qualité suffisante de la donnée. Voilà, c'est sûrement ça. Alors, Ou un bug du logiciel, j'en sais rien. Ça peut arriver. Je propose qu'on continue de regarder le film ensemble. Voilà, là on a certainement en fait, on peut en fait faire la même chose mais dans le temps pour voir en fait les variations du niveau de hauteur du lac de Sainte-Croix. Donc c'est assez intéressant. On voit encore qu'il y a ces trous au fur et à mesure selon la fauchée qui d'ailleurs va peut-être pas observer de la même façon parce que là on a agrégé certaines données. Pour montrer aussi qu'on peut cumuler un peu ou agréger ces données dans un jumeau numérique, en fait, on voit des vents là, alors qu'ils sont pas non plus très bien réalisés, mais on peut rajouter des nuages, un peu de vent, on peut rajouter les données SWOT en même temps avec le MNT. On peut rajouter des objets comme l'avion, là, typiquement qu'on peut avoir, mais on peut jouer sur plein de paramètres. On peut jouer sur plein de choses qu'on peut rajouter. Typiquement, on voit aussi là le VAR, donc on se rapproche de plus en plus de Nice avec l'Allianz Arena de l'OGC Nice sur la gauche. Et en fait, on n'a pas l'impression, mais c'est de la donnée SWOT là sur le VAR, puisqu'en fait, on vient visualiser les largeurs de rivières qui sont données tous les 200 mètres dans un produit. Donc c'est assez intéressant aussi.
Donc là, on était sur un lac, là on va plutôt vers le large, Tout à vers fait. du salé. Donc on se rapproche vraiment du côté littoral. Et ce qui va être intéressant du coup, c'est de se dire, sur le côté littoral, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'état de mer. Et l'état de mer, il peut être pris de différentes façons, par ces phosphate, par SWOT. Alors là, on a fait le choix de prendre un état de mer qui est généré dynamiquement par des données modèles météorologiques, typiquement. Et puis là, on a retiré la mer. Ouais, on a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus d'eau parce que ce qui nous intéressait, c'était de montrer la bathymétrie. Donc la bathymétrie, c'est vraiment le fond marin. Cette morphologie là qu'on voit un petit peu, ces bosses et ces creux, et qui est quelque chose de très important quand on s'intéresse au côtier littoral. Je pense que ça a été discuté aussi par Imen tout à l'heure, avec des aspects très importants sur la dissipation de l'énergie qui arrive de l'océan sur nos côtes, typiquement. Donc la bathymétrie, elle est très regardée, très étudiée, notamment par le CNES, mais d'autres organismes comme le Service hydrographique océanographique de la marine et d'autres personnes de nos laboratoires de recherche en France. Oui, effectivement, on sait que dans les endroits où on a par exemple les plus grosses vagues du monde, c'est lié parfois à des gouffres, à des variations de relief. Donc ce qui se passe au niveau du plancher marin a beaucoup d'impact sur ce qui se passe à la surface. Tout à fait. Au Portugal, on a une des vagues les plus grosses du monde et c'est vraiment dû au contexte bathymétrique très précis là-bas. Ouais. C'est très important de savoir ce qui se passe. Exactement. Un peu en dessous. On peut reprendre le visionnage du film. Donc là, on se balade un petit peu autour de Nice. On a remis l'eau. Voilà. Et donc vous voyez qu'on a une représentation du monde réel qui est très très précise au travers de toutes les données spatiales et d'autres technologies qu'on peut avoir, drones ou autres. Et là, on a plongé. Et là, on a plongé dans l'océan pour regarder un peu aussi. On est capable de regarder en fait je dirais la faune et la flore un petit peu locale, qui est aussi très importante pour ces aspects de résilience côtière dont parlait Imen ce matin aussi. Dans le sens où en fait avec des satellites optiques on va être capable de regarder un petit peu la nature des fonds, si c'est de la végétation, si c'est plutôt sableux, rocailleux, etc. Et ça a vraiment une incidence sur par exemple la submersion qui peut arriver ou simplement sur les aspects dissipation de vagues. Donc c'est pas juste pour faire joli, on a vraiment une utilité à comprendre la faune, la flore, le type de sol, c'est vraiment utile. Et donc là, le message aussi, c'est qu'on collabore avec quand même beaucoup de gens, notamment l'IGN, au travers de ces MNT, donc les modèles numériques de terrain et de surface. Donc voilà, c'est plein de gens qui travaillent à construire en fait ces jumeaux numériques où on vient agréger de la donnée très multicapteur, multisource, très hétérogène. Et c'est la difficulté de combiner tout ça. Oui, pour le coup, c'est un jumeau numérique qui est élaboré, c'est une simulation qui est complexe. Tout à fait. Merci Flavien d'avoir commenté ce film. On a pu visiter la région avec un regard un peu différent de celui d'habitude. Je vais poser une question qui est volontairement provocatrice, mais il existe des outils aujourd'hui qu'on peut utiliser pour visualiser la surface de la Terre, qui sont possédés par des entreprises très connues. Et ces outils de visualisation, que permet un jumeau numérique comme celui-ci par rapport à ce qu'on peut regarder, à ce qu'on peut utiliser dans notre quotidien ? Oui, alors c'est vrai qu'on a des outils un peu de la vie quotidienne qui peuvent nous faire balader. On n'en fera pas la pub, mais la différence, en fait, elle est assez simple pour moi. Un jumeau numérique qui permet déjà vraiment d'avoir un réplica très réaliste, donc d'une combinatoire de données comme on a vu, qui n'ont pas forcément les autres outils. Donc on peut avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus fidèle, beaucoup plus résolu, et puis surtout qui est capable d'ingérer de la nouvelle donnée. Donc ça c'est important, c'est-à-dire que sur ce qu'on appelle le what's now, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a actuellement, on peut venir renseigner encore avec tout un tas de données pour améliorer ce modèle-là. Donc ça c'est important, c'est quelque chose qu'on peut pas faire franchement avec les autres outils. Puis après il y a le what's next, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver, prévoir, prédire. Donc là il y a la notion de court terme, mais il y a aussi la notion de moyen et plus long terme, par exemple le climat. Et là vraiment en fait ça dépend le jumeau numérique qu'on va utiliser, mais s'il est global, local, je dirais limité dans le temps ou pas, mais en tout cas on va pouvoir voir ce qu'il y a demain ou dans 100 ans. On peut se projeter, on peut faire tourner le jumeau numérique et voir ce qu'il y aura complètement dans demain ou dans les années à venir. Donc ça c'est important, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, mais surtout ce que les jumeaux numériques ont amené, c'est cette dernière partie là, le dernier cadre qui est le what if, c'est-à-dire et que se passe-t-il si on fait ça. Typiquement
on peut avoir des analyses d'impact, certains indicateurs. C'est-à-dire, on clique sur le jumeau numérique et ça va nous donner la température de demain ou la température dans 100 ans à Nice, par exemple. Ou alors, et si on construisait une digue ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai plus de sable dans cette plage-là ou pas? Et tout ça, on va le voir en direct sur le jumeau numérique qui tourne. On n'a pas besoin de construire la digue et de se rendre compte après qu'on n'aurait pas dû la mettre là. Voilà, Ça permet de se rendre on dit compte en simplement au avance. jumeau numérique de construire la digue ici, on la construit et puis et lui il va faire les simulations et puis on va pouvoir étudier en fait les impacts dedans. Donc c'est vraiment cette analyse d'impact qui est important dans les jumeaux numériques et qu'on développe fortement dans tout ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, parce qu'en termes ça doit être un outil extrêmement précieux pour l'aménagement du territoire après, de savoir quelles décisions on prend pour mieux prévenir, j'imagine, notamment les événements climatiques un peu extrêmes. Tout à fait, les collectivités territoriales sont surtout intéressées par ça et c'est des études en fait de scénarios possibles et les jumeaux numériques nous aident à ça.